Bonjour à tous et bienvenue dans cette discussion que je vais essayer d'avoir avec Radu Stoenescu, donc le traducteur et cofondateur avec moi des éditions Carmin, au sujet du dernier livre de Thomas Sowell, Social Justice Fallacies en anglais, que nous avons traduit par Illusion de la justice sociale. C'est un livre qui est très important et notamment qui correspond à un contexte explosif avec un gros changement de paradigme que vous avez peut-être vu, notamment aux États-Unis, avec l'arrivée au pouvoir du duo Trump-Musk, qui s'appuie sur toute une doctrine, on va dire plutôt libérale d'un point de vue économique, avec des références assez nombreuses à tout ce qui est l'écosystème d'un Hayek, de Ayn Rand, voire même à des choses un peu plus extrêmes, comme ce qu'on peut voir en Argentine avec Javier Milei. Et l'un des auteurs qui est souvent pris en référence par tous ces groupes de politiciens qui sont outre-Atlantique, c'est Thomas Sowell, un auteur afro-américain d'environ 95 ans, à quelques jours près, qui vient donc de publier en 2023 ce dernier livre. Radu, bonjour, et est-ce que tu as envie de nous le présenter en quelques mots ? Bonjour Moss. Bien sûr, je suis vraiment ravi d'avoir pu faire cette traduction et ravi que notre petite maison d'édition prenne vraiment son envol avec la publication d'auteurs récents, vivants, des livres récents d'auteurs vivants, encore mieux que le Dalrymple. Plus particulièrement fier de traduire donc Thomas Sowell, qui est véritablement une sommité aux États-Unis, un classique vivant, on dirait. Il est à la fois historien, philosophe, économiste surtout. Il est connu pour ses livres comme Économie basique, qui en sont à sa 5e édition américaine et qui, heureusement, a été aussi traduit en français. Et c'est à la fois donc un économiste, un philosophe et un historien, et un travailleur acharné qui est allé tester ses idées philosophiques à force d'enquêtes et qui sont à la fois contemporaines et historiques. Et ce livre me semble particulièrement important parce qu'il traite de nombre de thèmes que toi, tu as traités pendant des années sur ta chaîne YouTube et qui viennent aujourd'hui trouver un soutien inattendu, ou attendu en tout cas dans cette sommité américaine qui apporte de l'eau à ton moulin, si je puis dire, en traitant d'une façon plus approfondie et plus transversale nombre de choses que tu as traitées pendant des années et qui arrivent aujourd'hui à un point d'explosion, on peut dire. La bulle qui est en train d'exploser de tout ce qui concerne le wokisme, comme on dit en résumé en français, donc ça concerne plein de thématiques, principalement ici donc dans ce livre, tout ce qui est les discriminations envers les Afro-Américains et aussi discrimination envers les femmes. Il me semble qu'il y a un peu moins dans le livre par exemple les LGBT. Non, c'est marginal en effet. Et en tout cas, ça a moins d'influence historique pour un Thomas Sowell que ça ne peut en avoir pour les jeunes générations chez nous. Et oui, effectivement, ça correspond à tout un tas de sujets que j'ai déjà un peu traités, notamment sur tout ce qui concerne les quotas, tout ce qui concerne les écarts qui sont attribués soit à des stéréotypes, soit à des discriminations, soit en fait des problèmes culturels. Donc dès qu'on observe des changements de démographie dans une discipline donnée, on se dit qu'il y a forcément eu une discrimination quelque part. Dès qu'on n'atteint pas 50-50 dans un conseil d'administration d'entreprise, c'est forcément qu'il y a eu une discrimination. Dès qu'on n'a pas assez de femmes en sciences, c'est de la discrimination, ou en tout cas il y a un problème. Et quelque part, l'introduction du livre, c'est toute cette thématique de comment chaque pays va avoir ses propres histoires, même pour des raisons aussi bêtes que la température, la météo, le climat, la géographie, la topologie, et comment en fait des choses qui ont l'air anecdotiques peuvent en réalité finir par avoir des conséquences sur peut-être pourquoi par exemple certains pays sont meilleurs que d'autres sur une discipline donnée ou des choses comme ça. Sowell, comme il a ces 3 casquettes, comme je dis, philosophe, historien et économiste, en fait, ces livres sont souvent structurés autour d'une idée forte qu'il va essayer ensuite ou bien de corroborer ou bien d'infirmer avec des enquêtes de terrain, avec véritablement des enquêtes statistiques, des enquêtes économiques. Et c'est cela qui
c'est cela qui le rend un auteur important, parce que c'est pas simplement c'est pas un essayiste simplement, c'est quelqu'un qui effectivement émet une hypothèse, a une idée philosophique, mais derrière qui travaille énormément pour l'étayer ou bien pour l'infirmer. Et justement, il a pris le taureau par les cornes. Le taureau qu'il prend par les cornes dans son dernier livre, c'est ce présupposé philosophique selon lequel, si on laisse les choses naturellement se faire, eh bien, on tendrait spontanément vers une égalité de résultats dans tous les domaines. Et voilà, on aurait une représentation paritaire spontanément, par exemple, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'industrie, dans l'économie, dans les résultats aux examens d'entrée aux universités, etc. Et que si cette parité et si cette égalité n'est pas atteinte, c'est qu'il y a eu un facteur perturbateur d'origine malveillante, malsaine, humaine, c'est-à-dire une discrimination, c'est-à-dire un stéréotype, c'est-à-dire un héritage de l'esclavage, c'est-à-dire toutes choses qui vont permettre de pointer du doigt un coupable, pour essayer d'expliquer ces disparités qu'on constate, en partant donc du présupposé qu'elles seraient le résultat d'une malveillance et de vices humains. Or justement, Sowell, c'est là où il est très intéressant, très actuel, c'est qu'il dit, non, cette idée woke, cette idée qui est le fondement, en quelque sorte, un des fondements du wokisme, c'est tout simplement une idée fausse, en fait. C'est une illusion. L'illusion que spontanément, les sociétés humaines, si elles n'étaient pas perturbées par des vices comme la discrimination, comme les préjugés sexistes par exemple, ou les préjugés raciaux, spontanément on irait vers une égalité de résultats. Ce préjugé-là est en fait faux, et c'est une erreur tout simplement, c'est une idée fausse. Oui, en fait il reprend la formule du toute chose égale par ailleurs, les gens devraient être égaux, et il dit en fait c'est même impossible que toute chose soit égale par ailleurs, ça n'a aucun sens en fait, même c'est un raisonnement qui est tellement dans l'abstrait que ça ne correspond à rien. Et effectivement, c'est un peu ce qu'on constate. Alors, moi, j'ai trouvé très amusant parce qu'il donne des exemples un peu inhabituels aussi. Et je pense que certains feront assez plaisir même aux lecteurs francophones, parce qu'il y a un moment, il cite la gastronomie. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens de ce passage dans le premier chapitre, où il dit, vous voyez, en fait, des gens qui habitent vraiment pas si loin, ils ont des traditions qui sont vraiment très différentes, et autant on parle souvent de la cuisine italienne ou de la cuisine française, autant personne ne parle jamais de la cuisine anglaise et de la cuisine allemande. Oui. Et j'ai trouvé ça très amusant, parce que ça correspond aussi à quelque chose que tout le monde a un peu empiriquement vécu. C'est que c'est pas parce que géographiquement des gens sont à 1000 km de distance qu'ils ont forcément les mêmes qualités et qui sont interchangeables. Surtout, il parle des pays vraiment comparables en disant, du point de vue de la richesse, c'est un peu son argument. On dit, écoutez, les Anglais, les Allemands et les Français, les Italiens ont à peu près le même degré de développement économique. Pourtant, ils ne deviennent pas égaux dans le domaine de la gastronomie. Et il y a des raisons bien spécifiques, à savoir justement des choix, une tradition historique, plein de raisons tout à fait acceptables et légitimes qui font qu'on arrive à une inégalité de résultats. Et du coup, cette inégalité de résultats, c'est un petit peu le point de départ de beaucoup de combats woke qui, en fait, la constatant et eux postulant qu'elle ne devrait pas exister s'il n'y a pas de discrimination, en viennent à demander assez rapidement des interventions de l'État dans tous les sujets qui pourraient présenter des inégalités de résultats. C'est une distinction moi j'ai fait ça sur ma chaîne pendant littéralement des années. Je pense que c'est vraiment un marronnier de ce que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. Ce côté, la différence entre égalité des chances et égalité de résultats, pour dire que en fait c'est pas parce que on a donné les mêmes chances à toutes les personnes qui passent un concours qu'à la fin sur la ligne d'arrivée on doit avoir une répartition 50-50 entre tel groupe de population et tel groupe de population ou que sais-je. Donc c'est cette thématique quelque part de l'interventionnisme d'État, elle résonne chez Sowell, j'ai l'impression aussi, avec des constats sur d'autres aspects, notamment sur tout ce qui concerne en fait des politiques étatistes d'intervention pour mettre à disposition par exemple des plus précaires des logements sociaux, pour essayer de corriger des discriminations par des subventions, par des aides ciblées, et quelque part Sowell lui n'y croit pas du tout à tout ça en fait, si je résume un peu son idée principale. Oui, alors en effet, alors il faut prendre un petit peu
un petit peu de recul pour expliquer ce qu'il veut dire, parce que sinon il pourrait passer pour un affreux apologète d'une hiérarchie absolument inique. C'est pas ça. C'est ce que Sowell, pour ceux qui nous suivent depuis des années, voilà, Sowell s'inscrit dans la lignée, on pourrait dire, de Belloc à travers Hayek. Donc pour ceux qui suivent ce que nous avons fait aux éditions Carmin depuis quelques années, savent que nous avons édité Hilaire Belloc, L'État servile, livre qui est à la base une des inspirations du Frédéric Hayek pour son livre La route de la servitude. Hayek étant lui-même un des inspirateurs de Sowell, et pas simplement un inspirateur, c'était aussi un de ses professeurs et collègues à l'université de Chicago. Et donc Belloc, le premier, dans L'État servile que nous avons traduit et édité l'année dernière, qu'est-ce qu'il disait? C'était que l'État devenait à la fois un employeur et comment dire, absorber la liberté de chacun et se mettait à décider à la place des gens, surtout du prix du travail et des contrats de travail. Et bref, il se mettait à réguler outre mesure non seulement l'économie, mais la vie quotidienne, etc. Et ce faisant, créer les prémices d'un désastre que nous voyons aujourd'hui, par exemple, en France en particulier, et pas simplement en France. Tu as évoqué l'Argentine. L'Argentine a connu ces désastres-là à répétition et elle essaye aujourd'hui de trouver un antidote avec la politique de Milei. Et tous ces désastres viennent de quoi? Viennent de politiques keynésiennes, éventuellement, en tout cas des politiques qui préemptent les décisions des individus particuliers et prennent les décisions à la place des gens, en fait, tout simplement, et donc limitent leur liberté. Et ça, c'est la grande idée que reprend Sowell de Hayek, et c'est l'idée en fait de tous les libéraux, c'est l'idée qu'il faut laisser faire les gens, et c'est-à-dire laisser les gens créer des choses, les vendre, établir des prix. Donc il faut éliminer les régulations, notamment les régulations sur le travail, les régulations sur le prix du travail. Et ça peut être très choquant pour les auditeurs français d'entendre ça à l'heure où on se vante d'augmenter le SMIC. Mais ce que Sowell explique, et en reprenant de Hayek, c'est qu'en essayant de contrôler tout ça, vous allez perturber en fait un fonctionnement naturel de l'économie qui en fait va apporter de bons résultats. Et en essayant en quelque sorte de mieux faire, vous allez empirer les choses. Et pourquoi? C'est là où beaucoup de gens ne sont pas au courant, parce que les gens, nos lecteurs, nos auditeurs, à mon avis, connaissent bien sûr les thèses libérales, mais ils ne connaissent pas l'argument de Hayek et l'argument que reprend Sowell. Et cet argument est très important et je vais le développer pendant 2 minutes. Hayek, s'il dit qu'il faut laisser faire les gens, et s'il faut déréguler, c'est pas parce qu'il a envie que tout le monde se retrouve à la merci de gros capitalistes ou de gros trusts. C'est pas pour ça. C'est tout simplement que l'État n'a pas la capacité, et ça c'est vraiment l'argument fondamental qui est philosophique. Personne n'a la capacité d'avoir les connaissances pertinentes pour décider à la place des gens qui sont concernés par ces décisions, en fait. C'est pour ça que, c'est-à-dire qu'une institution ne sait pas exactement dans quelle situation vous vous trouvez pour qu'elle fasse les bonnes régulations pour vous dans la situation concrète où vous vous trouvez. C'est ça l'argument philosophique très fort de Hayek que va reprendre Sowell. Et ça, c'est la présomption fatale. Hayek a écrit un livre qui s'appelle comme ça, La présomption fatale. La présomption fatale, c'est de croire savoir mieux que les autres. Et ça, c'est la présomption fatale de l'État. Pour Hayek, c'est que l'État croit, ou les bureaucrates croient, savoir mieux que les administrés, savoir mieux que les entrepreneurs, savoir mieux que les travailleurs, savoir mieux ce qui est mieux pour eux. Et cette présomption de croire savoir mieux que les gens qui sont concernés par les contrats, qui sont concernés par les décisions, et donc prendre les décisions à leur place à travers des régulations qui les limitent, qui les contraignent et qui les empêchent de se développer, c'est cela qui paralyse à la fois l'activité économique et aussi l'envie de créer de la valeur, l'envie de créer des richesses et le développement d'un pays. Et c'est de cette façon-là que s'effondre un pays sous le poids de la bureaucratie et de la régulation excessive. Voilà l'argument fondamental de Hayek et qui se base sur une analyse philosophique. La connaissance pertinente ne peut pas être détenue par un organisme. Il y a trop de connaissances à connaître.
Et la connaissance pertinente pour quelqu'un, il y a cette personne-là qui est peut-être la mieux à même à la connaître. Et Sowell donne cet exemple pour expliquer ce que c'est qu'une connaissance pertinente. Et je trouve qu'il est drôle cet exemple, il le donne dans le livre que nous venons de traduire et qui va être édité donc en février, qui va sortir en février. Il donne l'exemple du Titanic. Bon, tout le monde connaît le Titanic, tout le monde connaît la catastrophe du Titanic, et il dit sûrement les commandants du Titanic avaient des connaissances très vastes sur la navigation, sur les mers, sur les océans, des connaissances très vastes sur comment conduire un navire de cette taille-là, etc. Cependant, une certaine nuit, la seule connaissance pertinente c'était où se trouvaient certains icebergs. C'était ça la connaissance pertinente dans telle situation. Cette connaissance pertinente-là, il ne l'avait pas. Et c'est pour ça que le Titanic a fini par sombrer. Donc voilà l'exemple de ce que ça veut dire une connaissance pertinente, c'est-à-dire la chose que chaque individu doit savoir pour son propre intérêt et que seulement chaque individu peut connaître en quelque sorte. Il n'y a aucune institution qui peut prendre et absorber les informations importantes et donc prendre les bonnes décisions à la place d'un individu. Or le monstre étatique, le Léviathan étatique, a cette présomption de savoir mieux que les citoyens, mieux que les gens, qu'est-ce qui est bon pour eux en fait. Et c'est ça l'inflation de la législation, et après l'inflation économique, n'en parlons pas, mais l'inflation législative, toutes ces histoires de vide juridique à combler, c'est parce qu'on croit que grâce à une loi que quelques bureaucrates façonneront dans leur cabinet, grâce à une loi, on pourra guider les gens sur la meilleure voie vers le paradis terrestre. Oui, alors ça fait partie. Alors le paradis terrestre, on en reparlera parce que c'est un des éléments contre lesquels ferraille Thomas Sowell en général. Mais effectivement, il y a cette inflation des lois et c'est quelque chose qu'on constate un peu partout. Je repense par exemple à la crise des agriculteurs qui est pas si ancienne. La plupart des agriculteurs se plaignaient qu'on leur imposait des normes de bureaucratie qui n'avaient aucun sens pour leur métier en fait. Oui. De mémoire, il y avait des normes sur la hauteur des blés, il fallait pas que les épis soient à plus de 1,2 mètre du sol, ou bien il y avait des normes sur le nombre de clôtures ou de je ne sais pas quoi. Et en fait, les gens sur le terrain savent mieux ce qui correspond à leur cas d'usage à eux que les types qui ont fait la loi quelque part à Bruxelles ou à Strasbourg dans un parlement alors qu'ils ont probablement jamais visité une ferme. Et je veux dire, c'est pas le seul exemple. On a beaucoup en France dernièrement de lois qui entourent tout ce qui concerne la thématique écologique. Je pense à tout ce qui relève des DPE, des vignettes pour les automobiles, les vignettes critères, etc. Bon, en fait, la réalité, je prends le cas du DPE parce que c'est particulièrement visible, c'est qu'on constate que déjà les définitions changent très régulièrement parce qu'en fait, même le gouvernement qui met en place une définition finit par se rendre compte que sa définition ne correspond pas à la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'il y a des modèles physiques qui sont faits mais qui ne correspondent pas du tout à ce qui est relevé par des dépenses, par exemple, énergétiques. Donc quand on dit « oh là là, c'est terrible, les gens qui sont pas très bien isolés parce qu'ils n'ont pas du double vitrage polluent vachement plus », en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est aussi des gens qui, en général, n'ont pas les moyens de chauffer beaucoup. Et donc, en fait, ils polluent pas tellement plus. Ils s'adaptent tout seuls à la réalité. Donc, effectivement, tous ces sujets-là, en fait, dès qu'il y a cette espèce d'hubris, moi je dirais, je vais employer ce terme-là, pour quelqu'un qui est dans une position d'autorité, de penser qu'il sait plus que les personnes à qui est destiné un certain nombre de textes de loi, ça peut forcément déraper vers de la législation à n'en plus finir, avec des codes de loi qui se rallongent et des normes qui ne sont pas forcément utiles et applicables. Et c'est ce qu'on voit un peu partout. On a parlé beaucoup de l'État, mais il y a la même chose aussi dans les entreprises. Par exemple, je pense à tout ce qui est formation un petit peu woke, les formations au sexisme dans les entreprises, c'est un peu ça. Les formations à l'écologie dans les entreprises, ça peut aussi être un peu ça. Il y a pas mal de choses qui sont faites pour essayer de contraindre des employés à apprendre et à réciter un certain dogme idéologique. Et souvent, on essaie d'imposer des process depuis une position d'autorité, alors qu'en fait, les process ne correspondent pas forcément à la pratique et à la réalité du terrain. Et je pense que cet écart-là, il est assez bien perçu par les employés. Et puis c'est une infantilisation. Enfin, de toute façon, dès que
tu remplaces la liberté individuelle, qui peut certes commettre des erreurs, dès que tu la remplaces par des processus et par des choses guidées d'en haut qui veulent fluidifier les échanges humains en quelque sorte, on a tout simplement transformé la liberté humaine en des réflexes conditionnés en fait. C'est là où aussi il y a une perte et une infantilisation avec plus tu augmentes les régulations et plus tu traites les gens comme des enfants en fait, parce que comme s'ils ne pouvaient pas au cas par cas dans chaque situation qu'ils rencontraient décider au mieux ce qui était mieux pour eux en quelque sorte. Ou en tout cas leur laisser aussi le loisir de se tromper en fait. Ok, c'est pas grave, peut-être qu'ils vont se tromper, mais que les lois soient là pour éventuellement prévenir les abus, mais non pas pour guider des comportements de la même façon, de la meilleure façon qui soit d'un point de vue d'un bureaucrate, parce que ça c'est véritablement la dictature, le totalitarisme. C'est-à-dire qu'on veut que peu importe leur liberté individuelle, mais il faut que le système tourne en fait. Pour qu'un système tourne, on va tuer toute la spontanéité, toute la liberté de chacun en fait. Alors juste pour préciser, parce que je sais qu'on s'adresse à un public français qui souvent a quand même des réticences à l'égard de tout ce qui ressemble à du tout marché libre, etc. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, le fait de vouloir guider l'économie et essayer de la forcer dans une logique n'est pas forcément bénéfique. Ça revient pas à dire qu'il faut systématiquement tout déréguler et qu'il n'y a pas de règles à appliquer dans une société. Je veux dire, juste pour clarifier pour les gens, parce que... Il y a un besoin d'autorité qui s'occupe de punir des abus, ça c'est une chose. Sowell n'est pas un anarchiste, c'est pas un libertarien, mais c'est quelqu'un qui s'oppose à, on pourrait dire, je pense qu'on peut faire le rapprochement avec un Ivan Illich dont je parle souvent dans mes préfaces, c'est-à-dire l'aspect contre-productif des institutions qui, à force justement de vouloir régler un problème, finissent par le créer. L'aspect contre-productif, plus tu essayes en fait de rendre le marché juste et fluide, et plus avec des régulations, et moins il le sera, et moins il sera fluide, et moins on créera de valeur, etc. Et plus tu essayes soi-disant de sauver l'école à force de pédagogisme et de programmes et moins les gens lisent, et moins les gens apprennent, et moins les élèves sont éduqués. Il y a tout un aspect contre-productif de certaines institutions que Ivan Illich avait bien exploré. Et Sowell, il retrouve les mêmes choses en fait. C'est pour ça qu'il est contre un excès de régulation, c'est que cet excès de régulation finit par être contre-productif. Et c'est là où, c'est cette leçon-là qu'a retenu un Elon Musk aujourd'hui et qu'a retenu aussi un Donald Trump. C'est un petit peu dans cet axe-là qu'ils s'inscrivent, non, aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je crois. De toute façon, tout le concept là ce qu'ils ont appelé le DOGE, la Department of Government Efficiency, c'est l'idée qu'il faut réduire la loi pour avoir un code de loi le plus synthétique et simple possible. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça correspond. Enfin, tu sais, en France, on a beaucoup cette formule qui revient de nul n'est censé ignorer la loi. Et en fait, il y a plein de problèmes qui se posent avec cette formule. Déjà que, en fait, quand la loi, elle fait plusieurs volumes de 3000 pages chacun, c'est un peu compliqué de ne pas en ignorer au moins un morceau. Et puis en plus que la loi, elle peut très rapidement changer, en fait. Et les gens l'ont peut-être pas tous vécu pareil, mais tu vois, par exemple, à l'époque du Covid, je pense que la législation sur certains sujets a pu changer facilement 5 fois d'affilée dans la même année, en fait. Un coup, ça, c'était obligatoire, un coup, ça, c'était facultatif, un coup, ça, il fallait absolument plus le faire, etc. Les masques servent à rien, les masques sont obligatoires. C'est vrai qu'il y a une charge cognitive, en fait, qui est énorme sur les utilisateurs. Et donc, on suppose que tout le monde est forcément au courant de la loi. La réalité, c'est que c'est juste pas vrai. En pratique, ce qui se passe, c'est que souvent, les plus malins savent trouver des failles dans la loi, parce que comme il y a des textes qui sont pléthoriques, il y a forcément des petites failles quelque part. Donc, par exemple, je pense à tout ce qui est fiscalité. Il y a des gens qui se sont fait un métier de trouver des failles pour optimiser la fiscalité. Oui. Et quelque part, c'est de bonne guerre. Mais c'est juste que, en fait, il y a un peu une sorte de mouvement là, de reflux de gens qui sont lassés de cette espèce de complexité bureaucratique et de la débauche d'articles de loi partout. Et donc, vers une idée que,
en fait, il faut que l'État synthétise un peu plus la loi, mette des interdits clairs sur des choses qui sont vraiment importantes et laisse un peu plus de liberté aux individus pour qu'eux-mêmes, en fait, trouvent les solutions qu'il faut sur la plupart des sujets. Oui, c'est comme ça que j'analyse un peu le mouvement américain. Oui, et véritablement, l'accent mis beaucoup plus à nouveau sur l'autonomie individuelle, sur la prise de responsabilité et la loi comme gardienne contre les abus, mais pas comme justement une tutrice de substitution, en fait. C'est ça, en fait. On peut avoir deux conceptions de la loi. La loi comme, ok, tu as dépassé les bornes, si tu dépasses les bornes, il y aura telle punition. Ça, c'est une loi qui te prémunit, enfin en tout cas qui n'empêche pas le mal d'exister, mais qui précise qu'il existera des punitions. Ça, c'est une conception assez classique de la loi. Et puis, tu as des régulations qui souhaitent à tout prix, en quelque sorte, empêcher que tel malheur advienne. Et ça, c'est une conception beaucoup plus totalitaire, en fait, justement, qui essaye véritablement de contraindre les individus à bien agir. Et ça, c'est la pente glissante vers l'infantilisation dont j'ai déjà parlé. Et donc, oui, il y a cette... Et alors, du coup, peut-être pour revenir à Thomas Sowell, qu'est-ce qu'il propose, lui, dans ce dernier livre-là, sur cette thématique de, quelque part, la quantité de régulation des individus? Sa thèse fondamentale, c'est de dire que les gens qui souhaitent arriver à des égalités de résultats dans tous les domaines, poursuivent une chimère. En fait, si je peux résumer, c'est pour ça que le titre s'appelle Illusion de la justice sociale, c'est-à-dire que la justice sociale, comprise comme égalité de résultats dans tous les domaines possibles et inimaginables, est un souhait vain, est un souhait chimérique. Cependant, c'est un souhait chimérique qui a des conséquences réelles si on le poursuit, parce que on va mettre en place des quotas, on va mettre en place des choses qui vont véritablement avoir des impacts nocifs. Et l'intérêt de ce livre, c'est que Sowell analyse sur pièce les effets nocifs de la poursuite de cette chimère. C'est là où je dis que cette histoire de contre-productivité. Il analyse, par exemple, l'effet nocif de poursuivre le quota d'un certain nombre d'Afro-Américains dans les universités américaines. C'est un sujet qu'il connaît bien, étant lui-même un Afro-Américain, et qui s'est toujours opposé à la politique des quotas. Et il explique comment cette politique des quotas, elle dessert les premiers concernés, à savoir les Noirs américains, en fait. C'est ça il explique. Soi-disant, c'est un truc qui serait très bien pour les Noirs américains. Au contraire, ça dessert, et ça dessert même les gens qui entrent dans ces universités. Et je laisserai nos auditeurs découvrir les arguments et l'analyse de Sowell dans le détail. Je ne vais pas la refaire maintenant. Mais c'est là où, voilà, ce qu'il propose, c'est tout simplement un abandon pur et simple de ces tentatives chimériques, en expliquant qu'elles sont, à la manière d'Ivan Illich, elles sont contre-productives, en fait, tout simplement. Et donc, faut arrêter de vouloir poursuivre ces chimères pour essayer justement de faire confiance à ce qui se déroule spontanément entre les individus sans l'interventionnisme forcené de l'État. C'est rétablir, bien sûr, la responsabilité et l'autonomie des individus et de dire, écoutez, les choses, bien sûr, ne vont pas aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y aura des ratés, il y aura des abus, il y aura des crimes, il y aura des choses qui vont mal se passer. C'est certain. Mais, parce que l'être humain n'est pas un ange. Mais d'autre part... si on essaye d'intervenir à tout prix et d'arriver à des égalités chimériques, par exemple, on va faire encore plus de mal. C'est ça sa thèse. Et donc, il est absolument pas, c'est pas absolument pas un anarchiste. Bien sûr qu'il est pour qu'il existe toujours une autorité de l'État, pour qu'il existe des règles, etc. Mais il prend en quelque sorte les social justice warriors, comme on les appelait. Il les prend au mot et leur dit, écoutez, vous voulez soi-disant sortir les gens de la pauvreté. Mais écoutez, les gens sont sortis de la pauvreté là où ils sont sortis de la pauvreté dans certains pays, ils ne sont pas sortis de la pauvreté grâce à l'État-providence. Ils sont sortis de la pauvreté parce qu'on a laissé la libre entreprise, parce qu'on les a laissés tout simplement faire du business, qu'on les a laissés se développer, gagner de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis de la pauvreté. Ils ne sont pas sortis de la pauvreté parce qu'on leur a fait des vastes programmes de redistribution sociale. Premier exemple. Donc, et il dit, si vous vous intéressez vraiment, soi-disant, à la fin de la pauvreté dans le monde, à la fin du manque d'éducation, à la fin des violences entre les hommes et les femmes, regardez qu'est-ce qui a marché vraiment.
qu'est-ce qui marche vraiment sur les hommes et les femmes? Et il dit, écoutez, ce qui marche vraiment, c'est le mariage. C'est des gens qui s'aiment. C'est des couples stables. C'est simple. On le connaît, on le sait depuis des décennies, des siècles. C'est pas des programmes sociaux qui vont marcher, en fait. Et il montre comment, au contraire, c'est les programmes sociaux, notamment aux États-Unis, et là, c'est une thématique qui va intéresser nombre de nos auditeurs, puisqu'on a débattu de ça depuis des années. Les programmes sociaux vont infantiliser les femmes, et d'autre part, le père va être remplacé par l'État. Le père va perdre de son statut, et à cause de tout le système de prestations sociales, la place du père a été prise par les institutions étatiques. Et cela a quoi comme conséquence? Ça a les conséquences décrites par Dalrymple dans son livre. D'ailleurs, Sowell cite à deux reprises le Zone et Châtiment que nous avons publié cette année. Donc voilà, il le cite à deux reprises, Sowell lui-même. Oui, alors, oui, ce que je trouve très fort, en fait, c'est qu'il explique que même pour les personnes qui sont soi-disant victimes des discriminations actuelles, en réalité, le fait d'être dans un programme d'aide aux victimes de discrimination ne les aide pas. Ouais. C'est ça le cœur quand même de ce qu'il apporte, c'est de dire, en fait, vous pensez que vous allez vous en sortir mieux parce qu'il y aura un quota de discrimination positive en votre faveur, et même en faisant ça, en réalité, vous y perdez. Bon, il l'explique un peu plus, je renverrai les gens au texte, ça sera plus simple que de détailler complètement tout. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, oui, effectivement, donc, Sowell est un grand pourfendeur de la problématique, notamment des pères absents. Il faut expliquer aussi pourquoi aux gens, parce que c'est en fait un des problèmes de la communauté afro-américaine qui a le plus de conséquences, à la fois en termes de taux de criminalité, en termes d'usage de stupéfiants, de plein de conséquences néfastes. Et il me semble qu'il cite un certain nombre d'études pour appuyer le fait que le fait de ne pas avoir de père à la maison est un élément qui est plus déterminant sur les différences entre des jeunes hommes en termes de criminalité que le fait d'être noir ou blanc, par exemple. Non, et puis il rapporte d'autres choses très intéressantes. C'est aussi qu'il montre qu'avant les politiques sociales des années 60 aux États-Unis, en fait, la famille noire américaine, elle existait en fait. Elle n'avait pas atteint le degré d'anéantissement ou de dissolution qu'elle connaît aujourd'hui en fait. Et il bat en brèche en fait tous les sociologues qui soi-disant expliquent que les problèmes actuels des Afro-Américains seraient liés à un héritage de l'esclavage. Et il dit non, pendant 100 ans après l'abolition de l'esclavage, les Noirs américains vivaient dans des familles, ils avaient des couples stables. C'est à partir des années 60 et à partir des politiques sociales. Alors là, il faut expliquer aux auditeurs français que c'est Lyndon Johnson, donc le président qui prend la suite de Kennedy, qui va mettre en place des tas de programmes sociaux en fait, et des programmes sociaux aussi au niveau international. Il appellera ça la guerre contre la pauvreté. Vous savez, c'est comme la guerre contre la terreur. Les Américains aiment bien ce type de métaphore. Mais là, il y avait une guerre contre la pauvreté dans les années 60. Voilà. Donc, et cette guerre contre la pauvreté, en fait, elle a augmenté la pauvreté. En fait, pour dire très vite, voilà, c'est un exemple de contre-productivité. Il est là. Et oui, donc c'est là où, voilà, c'est un auteur extrêmement riche, Sowell. Là encore, je rappelle, c'est à la fois c'est un économiste, bien sûr, c'est un historien et c'est un philosophe. Donc il a véritablement, il traite les problèmes avec à la fois la largeur de vue d'un philosophe, la profondeur historique, parce qu'il regarde le même problème à travers différentes époques, dans différentes cultures, parce que par exemple l'histoire de quotas des discriminations positives, il ne va pas simplement l'étudier aux États-Unis, il va l'étudier en Inde, il va l'étudier en Afrique, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis qui ont mis en place des politiques de discrimination positive. Il va regarder les effets de ce type de mesures vraiment autour du globe en fait. C'est un chercheur et c'est pas simplement quelqu'un qui sort des thèses et qui ne les étaye pas par des faits. C'est quelqu'un qui veut des faits. Des faits d'ailleurs, c'est ce qu'il met d'ailleurs en exergue de son livre. Les faits avant toute chose. Vous avez droit à vos opinions, mais vous n'avez pas le droit d'avoir vos propres faits. Les faits sont communs et les opinions tournent autour des faits. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est un livre extrêmement riche. C'est un livre
provocateur, mais il n'est pas provocateur parce qu'il essaye de lancer des idées pour énerver des gens. Il pose des démonstrations, il donne des chiffres, il fait des analyses très sourcées pour montrer que poursuivre ces chimères est contre-productif et il vaudrait mieux arrêter. C'est quelqu'un qui est surtout, voilà, il y a cet aspect très responsable en fait. Il dit, je suis un intellectuel responsable et si je prétends que telle chose arrive à tel résultat, ben, quelles sont mes preuves? Prouvez-le. Et il a cette démarche très rationnelle. Il lance en quelque sorte le gant aux sociologues progressistes en disant, ben, écoutez, très bien, vous voulez arriver à tel résultat, moi je vous dis que analysons ce qui se passe, ben moi je vous dis que vous n'arrivez pas à ce résultat-là. Et le souci, c'est qu'il est tellement bon qu'en fait, la seule façon de répondre, ça a été de ne pas lui répondre. En fait. C'est pour ça qu'on ne l'a pas traduit en français depuis des années. C'est pour ça que même aux États-Unis, les médias ont renoncé à l'inviter parce qu'on pouvait pas, enfin les médias de gauche bien sûr ont renoncé à l'inviter parce qu'il était trop bon. Oui, bah ça fait partie des choses que j'ai un peu entre guillemets découvert le côté américain quand j'ai préparé la petite vidéo de biographie que les gens d'ailleurs pourront aller regarder, on la mettra sur la même chaîne. Et en fait, je me suis rendu compte que autant à peu près jusqu'au milieu des années 90, début des années 2000, il était invité par un peu tous les bords et en fait, il pouvait donner son avis un peu sur tous les plateaux. Autant à partir des années 2000, en fait, il s'est retrouvé cantonné plus ou moins à Fox News et c'était à peu près tout, tu vois. Et en fait, je pense que c'est un petit peu, malheureusement, effectivement, en fait, il est pas assez facile à canaliser dans une direction pour qu'on puisse l'inviter partout et je pense que ça le dessert auprès de la partie gauche du spectre politique américain. En tout cas, pour nous, pour le ramener en France, c'est vrai que du coup, on n'est pas les premiers à avoir traduit un de ses livres. Il y a eu d'autres livres de Thomas Sowell qui ont été traduits avant, notamment Économie basique. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de ce qu'il a écrit, c'est un film. Il y a à peu près 10% des livres qui ont été traduits. Enfin, quelque chose oui, comme ça. C'est un immense auteur. Encore une fois, il faut dire qu'en termes de quantité, il a énormément produit. Faut comprendre aussi comment il a pu le faire. C'est les conditions matérielles de tout ça. C'est que il a été enseignant, il a été universitaire, mais à partir des années 80, en fait, il a été bénéficiaire d'une bourse de l'Institut Hoover, en fait, donc l'Institut Hoover qui est un institut près de l'Université de Chicago, donc de l'école de Chicago de Milton Friedman. Encore une fois, ces économistes sur lesquels on va revenir, c'est des économistes qui ont eu 14 prix Nobel quand même d'économie, donc c'est vraiment une école majeure. Encore une fois, totalement méconnue en France parce que voilà, ce sont des penseurs qui mettent en cause les dogmes étatistes français. Et à partir des années 80, donc, il a reçu une bourse. Et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait une bourse. Il avait Alors, j'ai fait mes petites recherches. Normalement, il a gagné au moins 150 000 $ par an, uniquement pour écrire des livres, continuer ses recherches, sans aucune obligation d'enseigner. Et depuis 1980, donc il a continué à écrire beaucoup de livres, voilà, à remplir en quelque sorte ses devoirs de boursier éternel. Il n'a pas, voilà, pas tout le monde peut avoir ce type de bourse-là, bien sûr, c'est certain, ce sont des intellectuels éminents qui montrent aussi une capacité à répliquer et à intervenir dans les débats politiques du jour, et ça a été son cas. Donc voilà, c'est en ayant ces conditions matérielles-là qu'il a pu écrire et étudier autant qu'il l'a fait. Oui, donc la Hoover Institute, ça fait partie de ce que nous, en France, alors la France, c'est vrai qu'on est globalement pas très bien outillé pour comprendre des pans entiers de l'économie, notamment du côté américain, parce qu'en fait, pour nous, Macron est un turbo-libéral, et alors que pour typiquement les gens de la Hoover Institute, je pense que Macron passe au minimum pour un centriste un peu socialisant qui veut diriger l'économie et intervenir dans à peu près tout ce qu'il peut. Donc, on a un décalage qui est tellement énorme par rapport aux États-Unis sur le libéralisme économique que je ne sais même pas en fait comment décrire ça aux gens. C'est-à-dire que, en gros, ce sont des gens qui considèrent que
que l'État devrait s'impliquer dans le moins possible de choses. Oui, je pense que... C'est une vision un petit peu proche du minarchisme, on pourrait dire. Oui. Et que chaque fois que l'État intervient, en fait, il casse des choses et il fait payer un peu tout le monde. Et donc, il y a deux sortes de critiques qui reviennent souvent, il me semble, dans les textes de Thomas Sowell. C'est à la fois la critique du court-termisme, donc c'est cette vision que, en fait, on peut gagner un petit peu sur du court terme, mais au détriment du long terme. Et du coup, typiquement, le fait, par exemple, de faire un blocage des prix, c'est un moyen de gagner à court terme, parce que les gens ont l'impression que c'est super, les prix montent plus, mais en fait, ça va se traduire par probablement une pénurie un peu plus tard, parce qu'en fait, on peut pas bloquer les prix indéfiniment sans que ça ait des conséquences. Donc il y a cette première critique-là, il y a une deuxième critique, qui est celle de l'interventionnisme, qui, en fait, finit par avoir des conséquences sur tout le monde, mais qui sont un peu plus discrètes et qui sont moins assumées. Donc, dans celle-là, typiquement, il y a toute la thématique de l'inflation. Ça fait partie des bêtes noires de Thomas Sowell, de Friedman et de la plupart des économistes de ce groupe, on va dire l'école de Chicago. C'est cette idée qu'en fait, l'inflation, c'est un impôt caché sur tout le monde. C'est que... Oui, tu as mis le doigt sur... Tu as mis le doigt exactement sur la spécificité de l'école de Chicago, qui est une école anti-keynésienne, en fait, qui est une école monétariste. Alors, c'est très simple. Enfin, la bête noire de Sowell à la suite de Friedman, à la suite de Stigler, qu'on connaît très mal en France, c'est quoi? C'est la création de la monnaie. C'est tout simplement la planche à billets, en fait. C'est ça ce qu'il reprocherait à un Macron. Regardez où on en est, en fait. Là, je veux dire, typiquement, voilà, la France, l'UE a imprimé des milliers de milliards, en fait, depuis une dizaine d'années. Donc, en fait, cette inflation donc, de la masse monétaire, c'est véritablement ce contre quoi s'élève toute l'école de Chicago, en fait, parce qu'ils considèrent qu'au bout du compte, ça va appauvrir tout le monde. Il y aura plein d'autres résultats, mais principalement, pourquoi quelqu'un comme Macron ne serait pas du tout quelqu'un de libéral, enfin, en tout cas, dans la ligne des gars de Chicago, c'est parce que tout simplement, il a fait marcher la planche à billets à outrance, en fait, tout simplement, c'est ça. Jamais les gars de Chicago ne pourraient dire que le fameux truc de quoi qu'il en coûte, ben non, il y a, voilà, comme dirait un Milley, ben non, il n'y a pas d'argent, point. Il n'y a pas d'argent. C'est cet aspect. Si on vous fait croire que l'argent, on peut tout simplement l'imprimer, vous allez finir par, si vous acceptez de croire ça, vous allez finir par être plus pauvre au bout du compte, parce que tout simplement, on va imprimer de l'argent, et vous allez croire les politiciens qui vous disent que c'est facile, on imprime de l'argent et que tout ira très bien. Ben non, et on va vers la catastrophe, en fait. Et c'est cela la spécificité de l'école de Chicago, c'est l'école monétariste, comme on l'appelle, qui est pour le contrôle de la monnaie, justement, et anti-keynésienne. Mais nous, en Europe, on est très loin de ça. On est totalement biberonné au keynésianisme, en fait. Je rappelle et surtout qu'en fait, il y a un autre problème, parce que, en fait, quelque part, le souci, c'est que tout ce qui est de l'ordre de l'économie est décidé en bonne partie sur la base de votes populaire. Or, la plupart de la population, en fait, est très incompétente en matière d'économie. Et donc, il y a une sorte un peu de contradiction dans les termes. C'est que les gens doivent choisir ce qui est le mieux, mais sans savoir les bases de la discipline qui leur permettra de savoir ce qui est le mieux, en fait. Et donc, on se retrouve dans cette espèce de contradiction où, du coup, les gens finissent presque systématiquement par privilégier des solutions court-termistes qui ont l'air indolores, même si, en fait, elles sont très douloureuses parce que c'est juste que c'est décalé. Et donc, on se retrouve, même nous en France, en fait, tout le débat qu'on a en ce moment, par exemple, sur la thématique du budget, on préfère de très loin continuer à faire en sorte qu'on indexe tout sur l'inflation, tout va bien, on fait des petites subventions à droite à gauche, on va lever plus d'impôts et de dettes, par exemple, en disant que ce sont des impôts sur les ultra-riches et que ça ne concerne pas tout le monde. On préfère faire ça plutôt que de faire des choses qui sont peut-être plus douloureuses, comme, par exemple, dire, je sais pas, une partie des dépenses ne sont pas justifiées, il faut faire des coupes. Oui, le train de vie de certains fonctionnaires retraités correspond pas à ce qui devrait être, il faut peut-être faire des coupes, etc. En fait, tous ces axes-là qui sont douloureux politiquement sont complètement abandonnés, et donc il y a cette espèce d'opposition entre ces
agréable politiquement versus c'est douloureux économiquement. Ça, c'est une première type de solution. Et de l'autre côté, ça serait l'inverse. Bien sûr, ça serait des trucs qui sont douloureux politiquement, mais qui sont en fait favorables économiquement. Oui, mais on le voit que ce résultat, que finalement le peuple n'est pas si court-termiste. Si on prend l'exemple argentin, pourquoi si un Milei a réussi à se faire élire et bien élire, c'est bien parce qu'il a dit qu'il allait couper tout ça en fait, et les gens l'ont suivi en fait. Trump, c'est pareil, quand même. Il y a une partie du volet économique. Je veux dire, s'il a quand même reçu les suffrages qu'il a reçus, c'est aussi parce qu'il a dit on coupera tout ça. Donc je ne suis pas sûr que tu vois, c'est plutôt toute une couche de bureaucrates qui croient que c'est un bon calcul politique que de promettre un free lunch, quoi, de promettre qu'on rasera gratis et qu'on va augmenter tout. C'est tout ce que promet d'une façon totalement inconsciente un Mélenchon, en fait. Tous ces trucs-là, véritablement populistes, à savoir de mentir aux gens qu'il y aura de l'argent gratos. Ça, c'est véritablement un calcul que beaucoup de gens voient comme étant un mensonge, en fait. Ils le voient que c'est un mensonge. C'est pas sûr que ça marche. Donc moi, j'ai plus confiance quand même dans la sagesse ordinaire. Et Sowell, il a passé tous ces livres d'économie dont on n'a pas assez parlé, mais Basic Economy et tous les autres, sont des livres merveilleux de clarté et de pédagogie pour expliquer sans équation et sans prise de tête les principes de base et comment ça marche. Très très vite, par exemple, cette histoire de prix bloqué que tu as évoqué. Ok, c'est juste fausser la loi de l'offre et de la demande. Tout le monde connaît ce que c'est que la loi de l'offre et de la demande. Tout le monde a acheté un truc un jour sur eBay. C'est très simple, la loi de l'offre et de la demande. C'est la base de l'économie. Vous bloquez un prix, ça veut dire que peut-être vous le bloquez en dessous de son prix normal qui serait fixé par l'offre et de la demande. Alors que s'il est en dessous, ça veut dire qu'on n'a pas intérêt à produire cette chose-là, puisque c'est bloqué en dessous de ce qu'on devrait payer pour ça. Si c'est au-dessus, en fait, là pareil, il y aura une surproduction et on aura du mal à l'écouler en fait. Mais souvent tu le bloques en dessous. Mais et ça c'est valable pour le. De toute façon, en fait, c'est relativement facile. Ce qui ne se traduit pas par une hausse des prix ou une baisse des prix, en gros, toute variation de prix que tu bloques se traduit par une variation de la quantité disponible. Ouais, exactement. C'est ça qui est la seule variable d'ajustement en fait disponible. Et donc, tu as bloqué le prix de la tonne de céréales. Si tu l'as bloqué super bas, en fait, c'est rentable pour personne n'en produit, donc il y a une pénurie. Ça, c'est l'Union soviétique. Si tu l'as bloqué super haut, en fait, personne n'en achète, donc il y a des surproductions, donc en fait, personne n'en vend, etc. Et quelque part, c'est toujours la quantité qui va ajuster le prix, si jamais le prix n'est pas bon. Ça, c'est un exemple typique d'interventionnisme, de régulation, en fait, qui va... On pense bien faire, on pense soulager un problème, et en fait, on va en créer un plus gros. Tu vois, typiquement en France, moi j'aime bien donner des exemples concrets aussi, peut-être pour que les gens réfléchissent sur des choses, parce que ça par exemple c'est pas dans son livre, mais moi ça m'a frappé. Là il y a quelques jours j'ai discuté à l'occasion des fêtes de Noël, tout ça, bon forcément en fête de famille c'est l'occasion de rediscuter un peu avec tout le monde et de se rendre compte que le problème du manque de médecins est un peu universel en France, c'est-à-dire que globalement tout le monde cherche des médecins et tout le monde attend pendant des mois pour avoir un rendez-vous médical, etc. En fait quand on bloque le prix des consultations médicales de manière complètement quelque part arbitraire pour l'ensemble du pays, indépendamment des contextes régionaux, indépendamment du fait que, par exemple, l'immobilier en région parisienne coûte beaucoup plus cher qu'il ne peut coûter au fin fond de la Creuse, on se retrouve avec fatalement un problème d'ajustement sur la quantité disponible. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ok, la consultation est à 23 €, mais en fait, personne ne peut avoir cette consultation à 23 € parce que personne n'est disponible pour la faire à 23 €. Et donc, se met en place assez rapidement un marché parallèle, un marché noir. Et ce marché noir, en gros, c'est vous n'avez pas un médecin conventionné. Par contre, si vous acceptez de payer un supplément ou d'aller dans le privé ou d'avoir un
ami qui connaît un ami, etc., et ben peut-être que vous aurez un rendez-vous. Et c'est ça, en fait, tout le fonctionnement, c'est quand on essaie de trop coincer l'économie dans un cadre, et ben en réalité, il y a un truc qui nous échappe fatalement, et du coup, il y a un marché noir qui se crée, et des alternatives qui se font. Dès que tu fausses la loi de l'offre et de la demande, ça c'est vraiment l'analyse de Hayek, encore une fois. C'est la fameuse connaissance pertinente dont parle Hayek, elle se reflète pour Hayek dans la fixation des prix, justement. C'est ça c'est de cette manière-là que se rejoignent la philosophie et l'économie. En fait, Hayek, c'est là où il a été un penseur majeur, c'est qu'il s'est dit, en fait, la connaissance pertinente de chaque individu, elle va se refléter dans le prix qu'il va proposer pour telle chose. D'accord ? Donc, c'est d'après sa connaissance à lui, qui le concerne, il sera prêt à payer tant. Et ça, et le prix qu'il offre, en fait, signifie sa connaissance. Si tu fausses les prix, en fait, tu vas éliminer cette connaissance et tu vas supplanter la prise de décision. Tu vas préempter la prise de décision et tu ne sauras pas, en fait, quel était le bon prix, en fait, à la place de la personne qui voulait faire cette offre. C'est pour ça que toute fixation de prix, en fait, va en fait arriver à un résultat mauvais, en fait. Et Sowell ira très loin. Il explique comment le salaire minimum, en fait, c'est ça qu'il montre sur chiffre, comment le salaire minimum, comment la loi qui impose un salaire minimum, en fait, c'est imposer un prix arbitraire et qui va être trop élevé, en fait, pour certains jobs, en fait. À partir de là, ou bien ces jobs-là se feront au marché noir, ou bien se feront pas du tout, en fait. Parce que, en fait, si par la loi, il faut payer au moins, je sais pas, 20 € de l'heure pour ramasser des feuilles mortes, personne sera prêt à payer des gens pour ramasser des feuilles mortes. Mais si ça se trouve, il y aurait des gens qui seraient prêts à ramasser des feuilles mortes, mais si on le payait au moins 10 € de l'heure, si c'était faisable, ils le feraient peut-être. Mais voilà, c'est pour donner un exemple tout bête. Mais on sait que... c'est toute la thématique qu'on avait déjà un peu abordée, je crois, dans une autre discussion sur les métiers en tension. Les fameux métiers en tension, c'est juste que les gens ne sont pas prêts à payer le juste prix, en fait. Mais surtout qu'on les empêche de payer le juste prix par la loi, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'on empêche le marché de fonctionner avec les meilleures intentions du monde, soi-disant, pour défendre les gens contre l'exploitation et des tas de trucs. Alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu as effectivement des gens qui se retrouvent au marché noir, à faire du travail clandestin, parce qu'il faut quand même faire certaines tâches et qu'on ne peut pas le faire ouvertement parce que la loi l'interdit, parce que le prix n'est pas correct. Le prix du travail est trop haut, mais il est légalement fixe. Et on est dans une situation catastrophique en France, quand on voit qu'ils s'enorgueillissent d'avoir fixé le SMIC, d'avoir encore augmenté le SMIC et qui veulent le faire passer encore une fois à je ne sais quel, encore ils veulent arriver à 1600, je crois, je sais plus. En tout cas, ils croient que s'il y a des gens encore... tu sais, il y a des groupes qui sont prêts à demander 2000 € par mois pour le SMIC, hein, les filles. Mais ils s'imaginent que si la loi fixe ça, ça va modifier une loi éternelle qui est la loi de l'offre et de la demande, quoi, en fait. C'est ça qui est lunaire, en fait, comme tu aimes le dire. D'ailleurs, il en parle un petit peu dans le livre Sowell du salaire minimum, et il le met en lien avec le taux de chômage, en fait, en expliquant que le chômage de la communauté afro-américaine est devenu un problème particulièrement important à partir du moment où on a vraiment mis en place un salaire minimum qui était contraignant. Exactement. En fait, qui n'était pas juste une formalité administrative pour dire qu'on payait plus que 1 € symbolique. Non, mais il en parle en plus à partir d'expériences personnelles, puisqu'il a eu un début dans la vie assez délicat, même si c'était un garçon apparemment très intelligent qui avait été testé. C'est quelqu'un qui prend au sérieux les tests de QI et qui a été lui-même, en tout cas, identifié comme étant quelqu'un à fort potentiel, assez jeune, mais ensuite qui a dû faire pas mal de petits boulots, qui s'est élevé en fait vraiment à force de travail et qui a vraiment une éthique du travail, de la responsabilité qui l'a accompagné tout au long de sa vie. Et il a connu cette époque en fait où il a pu s'élever et à faire des jobs et trouver du travail parce qu'il n'y avait pas de loi sur le salaire minimum, justement. À partir du moment où il y a eu ces lois sur le salaire minimum, les Noirs américains dont il faisait partie, mais là à cette époque ça en était déjà un petit peu sorti, les Noirs américains n'ont plus eu la même chance que lui il avait eu en quelque sorte. Et à partir de là, ils ont été tout simplement condamnés à zoner et être aux allocs, quoi. Voilà. Donc
Qu'est-ce que tu retiendrais pour des lecteurs français? Qu'est-ce que tu penses que ce texte peut leur apporter qui n'ont jamais vu? Moi, je commence par ce que j'ai retenu, je dirais, c'est un peu une ampleur historique qui, je trouve, manque beaucoup dans nos débats français. J'ai souvent l'impression que les gens, en fait, se focalisent sur la dernière polémique qui date d'il y a 3 jours et qui dézoome rarement sur plus que les 5 dernières années. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, en fait, il y avait le côté un peu historique où il te donne une fresque et il te remonte parfois jusqu'au début du XXe siècle sur certains sujets, et même des sujets qui ont l'air peut-être un peu plus mineurs, où on se dit qu'ils sont plus récents, etc. En fait, ils remontent pour certains assez loin. Typiquement, je pense à l'éducation sexuelle, un sujet que j'avais brièvement abordé dans une vidéo, en fait, pour expliquer les projets que nous concoctent les ministres du nouveau gouvernement sur cette thématique, pour faire que ça soit dès le plus jeune âge, etc. Et en fait, ce sujet de l'éducation sexuelle, en réalité, lui, il en parle de manière presque statistique, comme étant en fait la cause de pas mal de problèmes, à la fois de maladies sexuellement transmissibles et de grossesses non désirées qui ont explosé dans les années 70. Oui, il fait une corrélation. En disant qu'en fait, la cause a précédé les effets. En l'occurrence, c'est ça qui a déclenché l'explosion des MST, des grossesses non désirées, plutôt que l'inverse, alors que c'est le discours qu'on entend habituellement, nous, en France. Oui, il y a cet aspect profondeur historique dans ce livre. Il y a tout un chapitre très intéressant sur l'histoire, on peut dire, du progressisme, parce qu'il fait un parallèle entre les progressistes début du 21e et les progressistes début 20e. J'ai appris en traduisant le livre qu'aux États-Unis, on appelle l'ère progressiste, littéralement l'ère qui va un petit peu de 1895 à peu près à 1920. Cette époque de ce qu'on appelle la belle époque en France, plus la Première Guerre mondiale, aux États-Unis, ça s'appelle ça l'ère progressiste, et qui était farouchement étatiste, farouchement eugéniste, et aussi farouchement, on va dire, éducationniste, en fait. Et ça a débouché en tout cas sur la limitation des libertés individuelle sur pas mal de choses, et notamment la création de la Fed aussi, la création de la Fed, la création, donc, ce qui est pour Sowell un des cancers de l'économie américaine et mondiale, donc la Banque centrale américaine qui justement peut faire ou marcher ou pas la planche à billets, toutes les autres banques centrales sont sur le modèle de la Fed, d'accord, donc, et ça date de l'époque dite progressiste. Donc il y a cette profondeur historique, il y a pas mal de choses qu'on apprend sur notamment l'importation des idées eugénistes de ces progressistes américains par un certain petit moustachu né en Autriche mais qu'on prend pour un Allemand. Et donc voilà, il y a eu il y a énormément de faits, encore une fois, et structuré selon une vision très posée. On va dire, c'est pas un véhément, Sowell, hein. C'est quelqu'un qui veut débattre avec des gens qui prétendent vouloir faire le bien des plus démunis. Et il dit, mais moi aussi je veux faire le bien des plus démunis, mais regardez comment on y arrive. À mon avis, on ne va pas y arriver avec vos méthodes, en fait. C'est ça, c'est quelqu'un c'est pas un pamphlétaire, hein. C'est un universitaire avec des principes fermes et assez clairs, mais qui souhaite discuter réellement des meilleures méthodes pour résoudre les problèmes que, soi-disant, ces partisans veulent à leur tour résoudre. Oui, et d'ailleurs, le côté universitaire se voit assez bien. Enfin, ça, c'est plutôt la remarque de l'éditeur que du lecteur, mais ça se voit aussi beaucoup au fait qu'il y a une abondance et une débauche de notes de références qui sont à la fin. Donc, on les a regroupées à la fin du livre. Mais c'est vrai qu'il y a, par rapport à d'autres livres, il y en a particulièrement beaucoup. Oui. Alors, il y a cet aspect vraiment. Je vous donne tout mon dossier. Voilà. Si vous voulez vérifier chacune de mes paroles, vous pouvez aller voir là, il y a les stats, il y a les livres, il y a les autres livres que j'ai écrits, il y a les livres des autres, etc. Donc il donne, mais comment dire, comme dans tout débat normalement honnête, il donne toutes ses sources en quelque sorte. C'est cet aspect où justement, voilà mes cartes. Écoutez, répondez tout simplement. C'est véritablement une démarche. C'est pas un essai comme ça d'opinion. C'est un discours construit avec une thèse, mais qui est étayé par de nombreuses analyses empiriques. Eh ben écoute,
écoute, merci beaucoup Radou. Je pense que ça aura éclairé les gens qui s'intéressent donc à ce livre. Illusion de la justice sociale, c'est le titre qu'on a en français. Il est disponible en précommande sur le site de Carmin jusqu'à en fait sa livraison, qui sera en début février si tout se passe bien. Il est chez l'imprimeur en ce moment même, donc normalement l'imprimeur devrait revenir vers nous avec des palettes d'ici fin janvier, et je pense que les gens l'auront tout début février. Le tarif n'a pas changé, c'est 22 € comme avant, et vous aurez les 3 € de frais de port incompressibles de la loi française, les fameux frais de port voilà. qui correspondent à une régulation de l'offre et de la demande. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, auprès de gens que ça pourrait intéresser, qui sont fans d'économie, qui sont fans de libéralisme, de libertarianisme, enfin de tous ces sujets qui sont un peu plus dans l'air du temps. Tous ceux qui ont lu Belloc aussi, tous ceux qui ont lu Belloc s'intéresseraient particulièrement à Sowell. Ouais, je pense que c'est une bonne réactualisation aussi de plein de thèmes qui sont très connus des Français, un peu amateurs d'économie, notamment ceux qui suivent Frédéric Bastiat. Il y a une continuité entre Bastiat et Sowell. Vous retrouverez des choses, et c'est peut-être une mise à jour de certains aspects de Bastiat, mais en tout cas il y a des éléments communs. Voilà, merci à vous, merci à tous ceux qui nous soutiennent livre après livre, car c'est grâce à vous en fait qu'on arrive à faire cet effort de guerre qui consiste à aller chercher des grands penseurs et à les ramener en France et à les mettre à disposition du plus large public possible. Merci à tous.